Bonjour tout le monde et bienvenue à Ten from the Back, épisode 37. Mon nom est Sébastien. J'espère que vous êtes prêts pour votre dose hebdomadaire de contenu francophone pour The Old World. Un petit épisode en solo dans lequel je répondrai à 3 questions qui m'ont été posées par la communauté et restez jusqu'à la toute fin, je vous annonce également le premier concours de la chaîne Ten from the Back. Mais avant toute chose, je voudrais revenir sur le tournoi ayant eu lieu la semaine dernière, le dimanche, le 26 octobre, à la boutique Le Bastion à Québec. Beau tournoi organisé par Thibaut. Félicitations Thibaut pour ta belle organisation. Dans une boutique, Le Bastion, qui est une boutique très agréable, c'est lumineux, on a des beaux espaces de jeu, des beaux tapis, des beaux décors. Donc, félicitations pour le côté organisationnel. Merci à ceux qui ont fait le déplacement aussi, ça a été un super bel événement. Pour ma part, j'ai eu la chance d'affronter Victor, Justin ainsi que Vincent, qui ont tous les trois été des adversaires très agréables. Merci les gars pour les 3 parties. Et je tiens également à féliciter Vincent ainsi que Justin qui ont respectivement terminé troisième et deuxième du tournoi. Alors bravo les gars pour votre beau tournoi. Je vous propose de plonger dans le livre de règles afin de regarder les questions et de vous fournir des réponses. Alors, la première question qui m'a été posée concerne les différences entre fear et terror. On m'a demandé à quel moment on fait les tests, c'est quoi un petit peu les différences entre les deux règles. Donc, ce sont des règles qui sont très bien écrites dans le livre de règles, mais on peut des fois oublier le timing. À quel moment est-ce qu'on doit faire quelque chose? Donc, je commence avec la règle fear, la règle peur. Quand on a une unité qui cause la peur. Si l'adversaire souhaite charger notre unité causant la peur, si notre unité a une puissance d'unité supérieure à celle de l'adversaire, notre adversaire devra faire un test de leadership afin de pouvoir déclarer sa charge. En cas d'échec, ce sera une charge ratée. L'unité adverse va rester sur place et ne pourra plus rien faire d'autre. En cas de réussite, l'unité pourra charger normalement. Donc, quand il est question des charges, c'est seulement quand on cherche à aller charger une unité causant la peur qu'on a à faire un test. Maintenant, la règle Fear est très importante aussi pendant la phase de corps à corps. C'est-à-dire que au début de la sous-phase de combat, le Choose and Fight Combat, on doit faire un test de leadership. Si ce test est manqué, encore une fois, les mêmes conditions s'appliquent, je vous le rappelle. L'unité qu'on cherche à attaquer, qui cause la peur, doit avoir une puissance d'unité supérieure à la nôtre. Sinon, si on a une puissance d'unité égale ou supérieure à celle de notre adversaire causant la peur, on n'a pas de test à faire. Mais si les conditions sont remplies et qu'on manque notre test, on va subir une pénalité de -1 lorsque viendra le temps d'attaquer et de rouler pour toucher notre adversaire. Prenez note que chaque unité ne doit faire qu'un seul test de peur par tour. Donc, si j'ai réussi mon test pour charger une unité causant la peur au début du tour, je n'ai pas à rouler une deuxième fois pendant la phase de corps à corps. Prenez note aussi que les unités causant la peur sont immunisées elles-mêmes à la peur. Aussi, si j'ai un personnage qui a la règle Fear qui rejoint une unité n'ayant pas la règle, je ne vais pas devenir immunisé à la peur simplement parce que le personnage qui a rejoint mon unité cause, lui, la peur. Donc, j'espère que c'est clair pour cette première partie-là. En passant, si vous cherchez la référence, nous sommes à la page 168 dans le livre de règles en version originale anglaise. Maintenant, si on va regarder la règle Terror, on fait un petit bond dans le livre de règles, on s'en va à la page 179. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les figurines causant la terreur causent également la peur, tel que décrit à la page 168. Habituellement, on parle de figurines ou d'unités ayant une puissance d'unité de 10 ou de moins, donc 10 étant un Chaos Lord sur son dragon. Sinon, les autres monstres, soit qui servent de monture ou qui sont des choix de rares,
dans les différentes armées, habituellement, vont avoir une puissance d'unité un petit peu plus basse qui va de 9 jusqu'à, je pense, 4 dans le cas, par exemple, des Manglers. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on va charger une unité adverse et qu'on cause la terreur? Parce que tout à l'heure, avec la règle Fear, c'est quand une unité adverse cherche à nous charger qu'elle doit faire un test, tandis qu'avec la Terror, c'est l'opposé. C'est quand moi, je veux charger une unité adverse, et là, il n'y a pas de question de puissance d'unité, c'est un test automatique, à moins d'être immunisé à la terreur, soit parce qu'on cause la peur ou qu'on est immunisé à la psychologie, par exemple. Donc, si je déclare une charge contre une unité, celle-ci doit faire un test de terreur. En cas d'échec, elle devra fuir automatiquement. Et ça, ce qui est important, c'est que on ne peut pas déclarer de réaction de charge avant de faire le test de terreur, ça se fait en premier. Si jamais vous vouliez fuir quand même, vous pourriez tout simplement déclarer une fuite après comme réaction de charge. Si vous passez votre test de terreur, vous pouvez faire une réaction de charge normalement. Il y a aussi une composante de la règle terreur qui intervient lorsque vient le temps de calculer le résultat d'un combat. C'est-à-dire que si le côté gagnant euh, inclut une unité ou des unités causées la peur, le côté perdant de son côté devra appliquer une pénalité de -1 à sa caractéristique de leadership lorsque viendra le temps de rouler son break test. Donc, règle terreur, très très fort, ça peut faire fuir des unités avant même qu'il y ait un combat et quand vient le temps de déterminer l'issue du combat, ça nous donne également un avantage. Petite précision, les figurines causant la peur ne sont pas immunisées complètement à la terreur, mais ne vont seulement souffrir que la partie fear de la règle spéciale. Donc, il n'y aura pas de -1 et il n'y aura pas non plus là, de test là, automatique si on se fait charger. Autre règle importante, si j'ai un personnage qui cause terreur, qui joint une unité qui n'a pas cette règle-là, l'immunité elle-même ne deviendra pas immunisée à cette règle-là. Donc, voilà pour la première question. J'espère, pour ceux qui avaient des interrogations, que c'est un petit peu plus clair maintenant. La deuxième question qui m'a été posée concerne les combats multiples. Alors, on m'a demandé comment ça fonctionne, quels sont les bonus qui vont s'appliquer, c'est quoi l'ordre de résolution des choses, etc. Alors, je vous ai simulé un petit combat. En passant, c'est inspiré d'une de mes expériences de jeu, c'est déjà arrivé. Donc, ici, on a une unité de Blood Knights, qui se trouve à être cette unité-là, est engagée de front avec un dragon roi des tombes. Le dragon roi des tombes est également engagé ici par une autre unité de Black Knights, qui, elle, est finalement engagée dans le flanc par des Ushabtis. Donc, ça fait un combat où il y a 4 unités et à part le dragon, chaque unité n'est engagée que par une autre unité, alors ça peut mener à des questionnements. Je vous rappelle, quand on est en combat, on y va par ordre d'initiative, donc il faudrait résoudre toutes les attaques par ordre d'initiative. C'est super important. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans ce genre de combat-là? Moi, ce qui était arrivé, c'est que j'avais réussi avec mon dragon à tuer plusieurs Blood Knights. Ensuite, qu'est-ce qui peut arriver dans ce genre de combat-là? C'est qu'éventuellement, il y a une unité qui pourrait tout simplement disparaître. Moi, dans mon cas, ce qui était arrivé, c'est que j'avais réussi, en chargeant les Ushabti dans le flanc des Black Knights qui sont ici, et avec les attaques de mon dragon, j'avais réussi à complètement tuer l'unité qui est là. Donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Donc, par exemple, je réussis à les tuer, ils ne sont plus là. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les Ushabtis, eux, ne pourront pas bouger. Ils vont rester en place. Tous les points de vie qui ont été causés par l'unité d'Ushabtis vont être utilisés pour la résolution de combat. Ça, c'est important. Ensuite, la règle Close Order, ils ont une puissance d'unité assez importante pour
donner le bonus de résolution de combat de +1, va s'appliquer parce qu'il était là au début du combat. Même chose euh, pour, par exemple, s'il y avait des bonus de rang, il s'appliquerait également. Ou une bannière, ce qui n'est pas le cas ici. Vous vous souvenez où étaient les Black Knights? J'étais dans le flanc des Black Knights. Eh bien, malheureusement, comme l'unité n'est plus là et qu'on calcule le flanc à la fin d'un combat, eh bien, je ne pourrai pas utiliser ce bonus de +1 à la résolution de combat. Je gagne le combat. Avec la résolution de combat que j'ai réussi à créer, moi, ce qui est arrivé, c'est que les Blood Knights étaient morts aussi. Qu'est-ce qui peut arriver ici? Est-ce que les deux unités peuvent poursuivre? Eh bien, il n'y a pas de réponse définitive pour les Ushabtis. Quand on regarde les règles de overrun, de poursuite, ce qui est dit, c'est que c'est quand on calcule la résolution de combat, une unité qui est engagée. Pour moi, les Ushabtis, même s'ils donnent les bonus, même s'ils étaient là, ne pourraient pas poursuivre, ne pourraient pas faire un test pour Restrain and Reform. Donc, il resterait en plan ici, dans cette orientation-là, alors que le dragon, lui, aurait le loisir, par exemple, de essayer de se replacer, de faire un reform ou encore tout simplement d'overrun. Donc, les combats multiples, ça peut être assez complexe. Euh, Faites attention aussi, dans certaines instances, imaginez qu'il y a un personnage qui est ici. Si c'est moi qui ai chargé avec mes Ushabtis, puis que mon dragon il était déjà engagé et que je n'ai pas déjà un défi en cours, un duel en cours, c'est moi qui va décider en premier si je peux déclarer un défi. Et si j'ai un champion d'unité, par exemple, qui est là, il est engagé avec le, 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 le personnage des Black Knights, je pourrais dire, OK, mon dragon, je vais le protéger. En fait, je vais lui laisser avoir toutes ses attaques, pas dans un duel. Je vais déclarer le duel avec mon champion d'unité. Comme ça, mon dragon, lui, va être libre d'utiliser toutes ses attaques dans l'unité de Black Knights afin de générer le plus de résolution de combat possible. C'est une tactique qui est tout à fait légale, qui est même, je dirais, assez ingénieuse. Regardez le placement de vos personnages quand vous êtes dans un combat multiple. Est-ce que en utilisant un personnage plutôt qu'un autre, je peux bloquer des attaques d'une unité? Première question. Ou est-ce que j'ai un avantage, par exemple, à libérer mon dragon d'un duel afin de pouvoir générer le plus de résolution de combat afin de potentiellement faire disparaître les deux unités? Voilà le genre de questions que vous devez vous poser lors d'un combat multiple. N'oubliez pas, il y a des bonus de résolution de combat qui s'additionnent. Par exemple, les close orders vont s'additionner. Les bannières, c'est une maximum, à moins d'avoir une grande bannière. Donc, faites attention. Même chose pour les flancs, c'est un bonus. Les charges de derrière, c'est un bonus de 2. Donc, faites attention de ne pas additionner des bonus qui ne s'additionnent pas. C'est une erreur qu'on voit parfois. La dernière question qui m'a été posée est la suivante. Est-ce qu'un tirailleur ou un skirmisher, par exemple le Wood Elf Lord ici sur le Great Stag, pourrait charger l'enfant du chaos ici, l'enfant géant du chaos, le Gigantic Spawn, même si il y a une unité ici de gore entre les deux? Et je dois vous dire qu'à la base, j'étais plutôt sceptique que cette question-là soit posée. Ça me semblait être une réponse qui est claire. Mais en regardant dans les règles, je me suis rendu compte que non seulement j'avais tort, mais que c'était quelque chose de possible. Voyons ce que disent les règles pour commencer. Nous sommes à la page 126 dans le livre de règles. Voici ce que disent les règles de charge. Il y a plusieurs étapes à respecter. Tout d'abord, on doit essayer d'amener le plus de figurines possible en contact socle à socle lorsqu'on charge une unité. Ensuite, on doit essayer d'utiliser la distance la plus courte possible afin d'atteindre notre cible. On doit bouger dans une ligne aussi droite que possible et finalement, après avoir bougé, on a le droit de s'aligner à notre cible.
On n'a pas le droit de faire des manœuvres, sauf si on a une règle spéciale qui nous permet de le faire, mais on a le droit de faire un wheel, une roue, pendant un mouvement de charge. En regardant ça, ça m'apparaît évident que le cas de figure que je vous ai montré ici est possible et je vous explique pourquoi. Première des choses, pour déclarer ma charge, je dois avoir une ligne de vue. Pas de problème, le Gigantic Spawn étant une large target, mon Seigneur Wood Elf le voit très bien. Donc ça, je le vois. Deuxième des choses, est-ce que la distance entre les deux me permet de... est-ce que je suis assez proche pour pouvoir déclarer une charge? Ben, je vais le calculer avec vous. On a dit que la ligne droite ici n'est pas possible. Par contre, j'ai le droit de faire une roue, un wheel, et je vais me déplacer quand même dans une ligne droite, vous allez voir. Donc, mon personnage qui est ici pourrait très bien charger en faisant un mouvement de côté comme ça. Et comme c'est un skirmisher, je n'ai pas besoin de faire une roue à aucun moment. Donc, par contre, j'ai le droit à un changement de direction. C'est l'équivalent d'une roue. Et là, c'est ce qui arrive. Le personnage va pouvoir venir comme ça et terminer en contact socle à socle, comme ça ici, dans la distance la plus courte. Donc, on parle d'une charge d'environ 12,3 pouces, là, pour être précis, là, dans ce cas-ci. J'ai terminé mon mouvement dans l'arc frontal du Gigantic Spawn, donc ma charge est légale. J'ai toujours bougé vers l'avant, ma charge est légale. Je n'ai fait qu'un seul changement de direction, ma charge est légale. Et j'étais à l'intérieur de la distance d'une charge déclarable, donc c'est une charge qui est tout à fait légale. Maintenant, ceci étant dit, c'est très possible d'utiliser l'unité de gare afin de créer un écran. Je vous montre. Si je la place comme ça ici, ça commence à être plus difficile. Je dois, dans un premier temps, bouger comme ça. On parle d'environ 9 pouces. Et dans un deuxième temps, vous voyez là, c'est difficile. Il aurait fallu que je bouge d'un peu plus que 9. Donc, je viens d'allonger un petit peu. OK? Là, c'est sûr qu'on parle d'une figurine ayant une très grande mobilité, donc ça complique la chose. Si je recule mes gars, je dois terminer dans l'arc frontal et je dois bouger vers l'avant. Est-ce que c'est possible comme ça? J'y vais très loin comme ça et je fais une charge désordonnée en allant sur le coin comme ça parce que je ne peux pas aligner, il n'y a pas de place là. Je ne peux pas me retrouver. euh, je ne suis pas capable de prendre ma figurine, je vais y aller comme ça. Je ne peux pas me retrouver dans le flanc. Ça serait possible, ok? Je pourrais avoir une charge comme ça, qui serait une charge désordonnée, pas de bonus euh, de, d'initiative dans ce cas-là. Mais on augmente les distances afin de compléter la charge. On pourrait aussi essayer de se placer d'une manière à être plus large. Il y a différentes manières, mais certaines figurines très mobiles, comme le Seigneur Wood Elf sur Great Stag que je viens de vous montrer, pourront définitivement déclarer des charges qu'on pensait très difficiles à réaliser, voire impossibles. Par contre, si je veux encore plus compliqué, je pourrais être comme ça. OK? Ma figurine ici là, commence à devoir faire une distance qui est très très longue. Vous voyez, là, j'aurais même dû aller encore plus loin que ça parce que je dois aller en ligne droite comme ça. Euh, Possible, mais ça commence à être long. Là. C'est une charge à environ 18 pouces et même un peu plus, presque 19 pouces. Donc, pas nécessairement déclarable. Il y a moyen de bloquer ces charges-là, mais sachez que c'est possible. Dans le cas de la plupart des unités qui sont des skirmishers, on parle d'un mouvement 5 ou 4, c'est pas si pire. Si on a un mouvement 6, 7, 8 et qu'on ajoute en plus la règle Swift Stride, faites attention, c'est possible. Par contre, si c'est une unité qui charge, n'oubliez pas que les figurines n'ayant pas assez de mouvement pour aller se mettre en formation vont mourir automatiquement. Donc, si vous essayez ce genre de charge-là, vous vous dites, ah oui, le premier se rend, il n'y a pas de problème. Quand on ajoute le pouce entre les différentes figurines, ça peut arriver que finalement, on avait une unité de 7 ou 8, il y en a 3 qui se rendent, on vient d'en perdre 7 d'emblée, puis tout d'un coup, on n'a plus beaucoup de figurines pour faire le travail qu'on cherchait à accomplir, c'est-à-dire tuer la cible adverse. Donc,
J'espère que ça répond à votre question concernant les charges de skirmishers ainsi que les large targets. Lors de l'introduction, je vous ai parlé du premier concours de la chaîne 10 from the Back. Je vous explique de quoi il en retourne. Le concours n'est pas officiellement lancé, mais on a besoin de vous dès maintenant. Ce qu'on cherche à faire, c'est faire un tirage. On veut faire tirer un bataillon au choix de la personne qui remportera le concours. Il y a une condition pour qu'on lance le concours et c'est la suivante. On doit atteindre 500 abonnés. On est présentement autour de 438, 440 abonnés. Donc, il ne nous en manque pas beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Lorsqu'on atteindra 500 abonnés, on va publier une vidéo dans laquelle on vous expliquera ce que vous devez faire afin de participer au concours de manière officielle et de courir la chance de gagner votre bataillon offert par la boutique L'Aventure sur table. On vous rappelle, L'Aventure sur table, c'est notre partenaire officiel, une boutique du coin de Lévis euh, qui offre un rabais de 15% sur tous les produits Games Workshop. Donc, vous magasinez sur le site officiel de Games Workshop, vous voyez le prix. Sachez que si vous commandez à l'Aventure sur table, vous obtiendrez un rabais de 15% sur le prix qui est affiché là-bas. Si vous souhaitez commander quelque chose qui n'est pas un produit Games Workshop, par exemple des jeux de société, allez voir leur site internet. Le, le lien va être dans la description de la vidéo. Il est possible de commander de nombreux autres produits. Vous ne trouvez pas ce que vous voulez sur leur site, pas de problème. Donnez un coup de fil à Justin ou à son équipe ou contactez-les par Internet et ils vont se faire un plaisir de vous aider. Je vous rappelle également que si c'est trop loin pour vous, Lévis, ils offrent la livraison gratuite à partir d'une commande de 200 $. Alors merci, l'aventure sur table, de nous permettre de lancer le premier concours de l'équipe 10 from the Back. Je vous rappelle, pour l'instant, tout ce qu'il faut faire, c'est s'abonner et on va lancer le concours une fois qu'on aura 500 abonnés avec la chaîne 10 from the Back. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a un tournoi à Sherbrooke le 15 novembre. On a 26 joueurs, ce qui en fait l'événement Old World le plus important de l'année à ma connaissance au Québec. C'est très cool. Merci tout le monde pour votre inscription. J'ai déjà très hâte. Je vous rappelle qu'il y aura des prix de présence pour tout le monde ainsi que des prix pour les gens qui auront les meilleurs résultats lors de cet événement-là. J'ai bien hâte de vous en parler. Et en l'absence d'Alex, il me reste à vous dire bonne semaine tout le monde et amusez-vous bien dans le vieux monde. Ciao!